Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bienvenue dans la 5e émission des visages de la recherche, des hommes et des femmes qui plongent dans l'inconnu et qui repoussent les limites de ce que nous savons. Sabine Costagliola, bonjour ou bonsoir. Vous êtes directrice de recherche FNRS à l'ULB et la spécialiste de la thyroïde. Vous êtes d'ailleurs une sommité, on peut le dire, dans le domaine. Vous avez obtenu le prix Jeanneret, on y reviendra. Exact. Et la rectrice de l'ULB dit que vous êtes sans doute la chercheuse la plus modeste de Belgique. Je ne sais pas, mais bon, c'est bien d'être premier dans un domaine, et donc si c'est celui-là, pourquoi pas. Alors, la thyroïde, tout le monde connaît, on sait ce que c'est. C'est le chef d'orchestre de toute une série d'organes. C'est ça, au départ, qui vous a motivé. C'est comme ça que j'aime bien imager cet organe, qui est un peu, on va dire, mal connu. Et en fait, c'est un organe qui a l'air assez modeste dans sa façon de fonctionner, sauf que c'est lui qui dirige le tempo, qui donne le tempo de l'ensemble de tout ce qui fonctionne dans votre corps. Et donc, quand le chef d'orchestre a un problème, il y a tout qui dysfonctionne. Et moi, j'ai lu qu'il y a 1 million de Belges qui ont des problèmes de thyroïde. Oui, bien sûr. C'est une pathologie extrêmement fréquente. Les causes peuvent être multiples, peuvent être génétiques, peuvent être d'origine exogène, c'est-à-dire ça peut être lié à des carences dans la nourriture, toute une série de facteurs. Mais effectivement, c'est une maladie très fréquente et malheureusement, ça touche surtout les femmes. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien pourquoi les femmes sont plus affectées que les hommes. Alors, il y a pour l'instant, c'est vrai, des médicaments qui existent sur le marché, qu'on doit doser. Alors, ça marche, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Oui, voilà. Alors, donc, pour essayer de simplifier la démonstration, c'est la thyroïde sécrète des hormones qui, elles, vont activer différentes fonctions sur différents tissus. Et donc, quand la thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones, on donne des hormones de substitution. Donc, ce sont des petites molécules synthétiques qui sont synthétisées par l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps déjà. Et, à contrario, quand la thyroïde fonctionne trop, c'est-à-dire qu'elle produit trop d'hormones, alors la façon, on va dire, la plus radicale de traiter le problème, c'est de supprimer la thyroïde et puis de nouveau donner ces hormones synthétiques. Donc c'est un peu, disons, le schéma médical qui est suivi pour l'ensemble des pathologies. Alors vous, ça c'est quand même rare comme chercheuse. Quand on s'est vu, j'ai vu que vous aviez une petite cicatrice. Et puis vous m'avez dit, mais oui, moi j'ai plus de thyroïde. C'est rare quand même ça. Une chercheuse qui fait une recherche dans quelque chose qui la concerne personnellement. Alors, ça dépend comment on prend le problème, parce qu'il y en a qui vont dire que tout a un sens dans la vie, et que peut-être c'est parce que j'ai plus de thyroïde et que j'ai travaillé sur la thyroïde, ou alors c'est ma thyroïde qui s'est mise à mal fonctionner parce que justement je l'ai étudiée, on ne saura jamais, mais c'est un fait. Et donc, je fais partie de ces gens, effectivement, qui vivent sans thyroïde, et qui prennent depuis presque 40 ans maintenant, tous les matins, la première chose que je fais en me réveillant, c'est avaler ma petite pastille de thyroxine. Et moi, j'ai la chance que ça va bien, c'est-à-dire que à peu près, en faisant ceci, je compense ce que la thyroïde ferait naturellement. Mais malheureusement, pour un nombre non négligeable de patients, ça se passe pas si bien. Et effectivement, en prenant ce petit cachet, ça va pas très bien. Alors, ou bien la thyroïde marche pas bien, elle marche mal, ou bien il y a des gens qui n'ont pas de thyroïde. Voilà, ça c'est encore quelque chose. Ça c'est votre recherche, c'est comprendre pourquoi. Ça, c'est ça. Là, on est au fond de la recherche. Exactement. Ça c'est vraiment ce qui a motivé le cœur de ma recherche, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a un enfant sur 3000 qui naît avec une thyroïde soit qui ne fonctionne pas, soit qui n'est même pas présente. Et donc ça, c'est un enfant sur 3000, c'est pas négligeable. C'est tellement pas négligeable que c'est détecté dès la naissance. On détecte dès la naissance, dans la petite goutte de sang qu'on prend au bébé, cette question-là. Et c'est un peu un mystère biologique, c'est-à-dire la plupart des cas ne sont pas inexpliqués. Pourquoi il y a tant d'enfants qui naissent avec une thyroïde qui ne fonctionne pas. Il y a des jumeaux d'ailleurs, vous avez travaillé avec des jumeaux. L'une avait une thyroïde, l'autre pas. Exactement. Donc là, j'ai la chance d'avoir travaillé avec des collaborateurs de l'UDERF qui ont dépisté ces petites jumelles, qui maintenant sont des jeunes femmes et qui se reconnaîtront parce qu'on a récemment fait un reportage il y a quelques temps avec elles. Et donc, effectivement, il y a une qui a une thyroïde qui fonctionne tout à fait normalement et une qui n'en a pas. Et donc, c'est un peu un mystère biologique. Et donc, on s'est dit, si on pouvait avoir accès à un peu de matériel de ces personnes-là, on aurait un super outil dans la boîte de pétri in vitro pour essayer de comprendre ce
ce mystère, quoi. Oui. Alors peut-être la boîte de pétri, dites peut-être ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Oui, alors la boîte de pétri, c'est un terme un peu, c'est du jargon de chercheurs. C'est une petite boîte dans laquelle on essaie, on va dire, de fabriquer in vitro, c'est-à-dire artificiellement et en dehors du corps humain, un organe. Donc moi, je m'intéresse à cette technologie-là, c'est-à-dire que j'essaie à partir de cellules, en l'occurrence ce qu'on appelle les fameuses cellules souches, de fabriquer une thyroïde. Donc c'est-à-dire de partir de cellules qui sont totalement non spécialisées, à les transformer en cellules hyper spécialisées, de manière à avoir un petit organe dans la boîte de pétri, d'étudier au passage toutes les étapes qui mènent cette cellule non spécialisée à devenir une thyroïde, donc déjà comprendre une séquence d'événements, et à partir de là, me dire, bon, qu'est-ce qui peut se passer justement dans une situation où ça ne marche pas in vivo? Alors, c'est ce qu'on appelle des organoïdes. C'est ça, voilà. Donc, c'est des toutes petites thyroïdes, si j'ose dire. Et là, c'est quand même quelque chose qui n'existe que dans votre laboratoire. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait... C'est là où vous êtes modeste. Vous avez l'air de dire, bah oui, je fais des organoïdes. Mais non, il n'y a que ça chez vous, à La l'ULB. différence, c'est qu'il y a pas mal de laboratoires qui ont essayé, qui essayent encore. Et d'ailleurs, il y a un paquet très récent. Et qui arrivent à faire effectivement quelque chose, mais qui reste à un état intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être complètement mature, c'est-à-dire que cet organe ne fonctionne pas, au sens ne produit pas d'hormones thyroïdiennes. Et donc nous, on a mis un protocole où on arrive à aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire à avoir quelque chose qui est totalement fonctionnel. Qui est unique, donc c'est le prix Généré. Voilà, exactement, c'est grâce à ça qu'on a eu le prix Généré. Et maintenant que cet outil existe et est dans nos mains, on aimerait l'utiliser pour comprendre toute une série de pathologies thyroïdiennes et notamment ces hypothyroïdies congénitales, donc ces fameux cas de personnes qui naissent sans thyroïde, voir à quel niveau ça se met à dysfonctionner. Et où en est votre recherche maintenant, justement, pour le bien-être des gens qui souffrent de ce type de maladie? Donc en fait, on va dire qu'il y a deux grands axes dans la recherche. Un axe qui peut avoir des résultats, on va dire, à court ou moyen terme, et puis un axe à plus long terme. À court ou moyen terme, c'est identifier des nouveaux gènes, des nouveaux marqueurs moléculaires qui permettront d'expliquer certaines situations cliniques et donc, par exemple, pouvoir permettre aux cliniciens de poser un diagnostic. Parce que dans le cas des hypothyroïdies congénitales, par exemple, ce qui est problématique, c'est que le clinicien ne peut fournir aucune réponse aux parents. Et ça, c'est toujours un problème quand on ne peut pas donner d'explication. Donc déjà, on aimerait avoir de nouveaux marqueurs qui pourraient être utilisés dans le diagnostic clinique. Éventuellement, une fois qu'on a le marqueur, on peut réfléchir si on peut développer une drogue qui viendrait agir sur ce gène ou cette protéine et venir réparer le défaut. Ça, c'est ce qu'on fait à court ou moyen terme. Et ce qu'on aimerait faire à long terme, c'est-à-dire, ça c'est un peu le Graal qui est poursuivi par tous les gens qui travaillent avec des organoïdes, que ce soit la thyroïde, le rein, le foie, ce que vous voulez, c'est fabriquer in vitro un organe fonctionnel, de pouvoir remplacer chez l'individu une greffe, remplacer un organe qui ne fonctionne pas dans la forme de greffe. C'est ce qu'on pourrait appeler la médecine 2.0, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas, on va vous en fabriquer un et on va vous le remplacer. Et ça, vous prévoyez ça dans combien de temps, en étant optimiste? C'est très difficile parce que d'abord la recherche, c'est pas linéaire, la façon dont les progrès s'accumulent. Parfois, il y a des situations qui stagnent longtemps et puis grâce à un autre chercheur qui travaille peut-être pas du tout dans votre domaine, vous avez un nouvel outil qui vous permet d'accélérer de manière spectaculaire quelque chose qui était un peu enquisté. Donc ça, je ne peux pas le prévoir. Donc c'est des situations de non-linéarité. Et lorsqu'on parle de thérapie, puisque là on parle de thérapie, on doit résoudre un problème qui est propre à l'organe, en l'occurrence le mien c'est la thyroïde, mais viennent se greffer là-dessus d'autres aspects qui est il faut produire en quantité suffisante de cellules pour pouvoir le greffer. Donc là on est plutôt dans la logique de l'industrie pharmaceutique ou des cultures plus sophistiquées que simplement les cultures telles qu'on peut le faire en académique. Et on est aussi dans la logique de venir résoudre des problèmes liés par exemple au rejet de greffe qu'on connaît déjà à l'heure actuelle, c'est-à-dire on vous greffe quelque chose, il faut faire en sorte de trouver le truc pour qu'on ne vienne pas le rejeter. Alors moi j'ai visité votre laboratoire et bon, j'ai vu des tout petits poissons et aussi des souris parce que vos organoïdes c'est merveilleux mais c'est pas suffisant. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est une notion que
à laquelle je tiens beaucoup, c'est-à-dire que l'organoïde, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle parce qu'on peut le faire à partir de cellules humaines. Et par définition, on ne peut pas faire d'expérimentation sur l'humain. Donc lorsqu'on veut travailler avec du matériel humain, l'organoïde, c'est ce qu'il y a le plus proche de l'humain. Sauf que lorsque vous travaillez avec un organoïde, vous travaillez avec un organe isolé, c'est-à-dire une thyroïde isolée dans une boîte. Comme je l'ai dit au début, tous les organes dialoguent entre eux. La thyroïde parle au cerveau, le cerveau parle aux souris. Donc, on a toujours besoin, à un moment donné, d'avoir un modèle in vivo pour rétablir ces interactions, ces interconnexions organes. Et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer du modèle animal, du poisson ou de la souris. Sabine, enfant, vous étiez déjà curieuse? Oh là là, oui. Oui, en fait, ça c'est quelque chose qui remonte plus loin que je puisse m'en souvenir. C'est-à-dire, je n'ai jamais été trop attirée par les jeux un peu classiques auxquels on peut jouer enfant. Et comme j'ai une sœur qui est très très proche de moi en âge, puisqu'on a très peu d'écart, on avait toujours un deal, c'était que j'acceptais un peu de jouer à ces jeux à elle, mais en échange, je pouvais m'accorder suffisamment de liberté pour jouer à ce qui m'intéressait. Chercheuse dès l'enfance. Ah oui, chercheuse dès l'enfance, ça c'est clair, quoi. Dites-moi, votre vie, je crois savoir que vous vous levez très tôt. Oui. Et que vous avez une activité particulière avant de... Oui, voilà. Donc, en fait... pour être en forme? Je vais tous les matins, j'ai la chance d'habiter à côté d'une piscine, une belle piscine sur la commune de Molenbeek. Et donc, tous les matins, avant de venir travailler, je vais nager. Et donc, je suis dans l'eau d'à peu près 7h15 jusqu'à 8h moins 5. Et je vais nager. Puis après, je m'habille et je vais travailler. Et vous travaillez les jours fériés? Ah oui, ça, la recherche, c'est un métier un peu particulier. C'est un peu, on va dire, un peu l'équivalent d'un métier artistique, c'est-à-dire que c'est très difficile de mettre ça dans un cadre rigide. Et par exemple, on travaille avec du matériel vivant, les souris, les animaux, les organoïdes. Ouais. Tout ça, on peut difficilement leur dire au revoir le vendredi et les récupérer le lundi. Et donc, clairement, on travaille très souvent les jours fériés. Donc, la qualité d'un chercheur, d'une chercheuse, c'est avant tout le boulot, le travail? Alors, je dirais que pour faire de la bonne recherche, il y a 3 critères. C'est l'argent, être intelligent, ou à minima être malin, oui. Et être un gros travailleur. Donc, l'argent, on a ce qu'il faut via le FNRS et d'autres organismes, même si on sait que c'est difficile par rapport à d'autres pays où ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais rien ne nous empêche d'être malin. Et surtout, rien ne nous empêche de travailler beaucoup. Donc, clairement, moi, j'ai déjà vu des jeunes chercheurs qui étaient, on va dire, des bons chercheurs, mais qui n'étaient pas des gens qui sortaient, enfin, qui cassaient tous les standards en termes de brillance cérébrale, mais qui ont fait un excellent travail et continuent à faire un excellent travail de par le volume de travail qu'ils ont fourni. Et la résistance à l'échec, important aussi? Ça, pour moi, c'est le critère numéro 1. Ah. C'est-à-dire que vous êtes bosseur, mais il faut surtout être capable d'accepter qu'en recherche, la plupart de ce qu'on fait ne marche pas. La plupart de ce qu'on fait ne marche pas. Moi, j'ai des classeurs entiers d'expériences qui n'ont pas marché, soit parce que notre idée n'était pas bonne, soit parce qu'on n'est jamais arrivé à concrétiser l'idée qu'on avait. Et donc, il faut avoir une très grande résistance à l'échec, c'est-à-dire que quand ça n'a pas marché, immédiatement dire « je recommence demain et demain, ça va marcher ». Si on n'est pas dans cette logique-là, ça ne peut pas aller. Merci Sabine Costagnola. On se retrouve toujours pour tous les entretiens sur tous les sites, La Libre, l'ADH et l'Avenir.